Non, bah voilà, c'était mon dernier message. Faites de la politique. Je suis Perrine Simon-Naoum, donc je suis philosophe, professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. C'est l'idée qu'aujourd'hui nous n'avons pas une vision tout à fait exacte, à mon sens, de ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire que nous confondons souvent la démocratie avec ce qu'on appelle l'État-providence. L'État est là, la collectivité est là, en fait, pour assurer le bien-être social, le bien-être économique et social des populations. Cette idée s'est diffusée au début des années 60 à travers et grâce à la croissance économique, à la reconstruction, puis à la modernisation. Et donc, on en est venu à confondre la démocratie, qui est un régime politique, c'est-à-dire l'organisation d'institutions, et l'État-providence, à savoir donc le fait de garantir aux populations une croissance de leur niveau de vie et un bien-être économique. Or, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça, et la croissance économique s'est arrêtée au milieu des années 1970. Les dépenses sociales ont continué, mais on a connu un certain nombre de crises économiques, crise de la mondialisation, crise financière et des subprimes en 2008, et aujourd'hui un essoufflement total de l'État-providence. Or, le ressentiment finalement que nos concitoyens nourrissent à l'égard maintenant des dirigeants politiques et à l'égard plus largement, je dirais, du système démocratique, est dû aux difficultés économiques et sociales qu'ils rencontrent. Mais mon idée est que la démocratie n'est pas là pour assurer un bien-être économique et social. La démocratie, c'est avant tout un régime politique. On pourrait dire en gros que ce sont trois choses. D'une part, donc, une organisation politique, un régime politique, donc un régime institutionnel. Ce régime institutionnel, il répond à un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs de la modernité, qui ont été proclamées par la Révolution française, à savoir la liberté et l'égalité. Elle répond aussi à une forme d'organisation, ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, chacun étant pas complètement indépendant, mais ayant une forme d'autonomie. Ça, c'est la première chose. Un régime politique, je dirais que c'est le premier cercle. Si maintenant je vois les choses de façon un tout petit peu plus large, je dirais que la démocratie, c'est aussi une culture, c'est aussi un esprit. Donc la démocratie, un régime politique, une culture démocratique, un esprit démocratique, l'idée qu'on doit débattre, l'idée aussi que la démocratie n'est pas un régime de consensus, mais un régime de dissensus, c'est-à-dire que vous débattez avec des gens qui ne partagent pas votre avis, qui sont vos adversaires, mais qui ne sont pas vos ennemis. Et puis, je dirais, dernier cercle le plus large, et peut-être le plus théorique, la démocratie, c'est un idéal. Évidemment, cet idéal, c'est ce qu'on pourrait appeler une idée régulatrice, un horizon. On sait très bien qu'on ne va jamais arriver à une égalité parfaite. On sait très bien que la liberté ne sera jamais totale, mais évidemment, l'important, c'est de tendre vers leur réalisation. Donc, je dirais trois cercles, des institutions politiques, un esprit démocratique ou une confiance démocratique, on pourrait dire, et puis un idéal de valeurs humanistes. Pour deux raisons, je dirais. D'une part, effectivement, ils ont le sentiment parfois de ne pas être bien représentés. Et puis, ils ont surtout l'impression que le pouvoir est inefficace. On sait très bien que dans le baromètre de confiance des Français réalisé par le Centre d'études de la vie politique française, les Français sont très attachés à la démocratie locale parce qu'ils ont le sentiment à la fois d'être représentés et puis ils voient les réalisations concrètes des gens qu'ils ont choisis. En revanche, au niveau national,
c'est effectivement beaucoup plus distant et beaucoup plus compliqué. La nouveauté de ces populismes, ce n'est pas qu'ils s'opposent à la démocratie, comme c'était le cas des totalitarismes dans les années 1930, mais c'est qu'au contraire, ils se proclament hyper démocratiques. Si ce n'est que il suffit de regarder ce qui se passe en Hongrie avec Viktor Orban, en Turquie avec Erdogan, aux États-Unis avec Trump. Une fois arrivés au pouvoir, ces leaders populistes, d'ailleurs qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, on peut prendre l'exemple de Maduro en Amérique latine, de Chavez, donc ça du côté de l'extrême gauche. Ils suppriment donc tous ces échelons intermédiaires que sont par exemple les institutions judiciaires, les cours constitutionnelles, ils prennent le pouvoir dans les médias, ils s'appuient sur des élections, mais des élections qui sont d'une certaine façon truquées parce que certains candidats ne peuvent pas se présenter. Donc si vous voulez, il y a immédiatement un dévoiement de la démocratie. Et donc le premier argument, c'est de dire d'accord, la démocratie, ce n'est pas un régime parfait. C'est néanmoins, aujourd'hui, je dirais, celui qui est le plus garant de nos libertés. La démocratie permet d'abord de confronter nos points de vue, d'élaborer ce qui serait en tout cas un accord minimal sur ce que nous souhaitons. Et puis la démocratie, elle a cette vertu quand même fondamentale de toujours mettre l'individu au centre. Et je dirais que s'il y a une valeur qui doit aujourd'hui rester un intangible, c'est l'individu. Or là, je dirais qu'il n'y a absolument pas photo entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Et encore une fois, quelles que soient les imperfections de la démocratie, elle garde quand même en son centre l'individu. Le temps de la démocratie, c'est un temps long comme le temps d'une vie est un temps long. Ce que j'appelle la démocratie existentielle, c'est-à-dire les expériences quotidiennes de démocratie que nous faisons dans nos vies. Vous ne décidez pas comme ça d'un coup, par exemple, le choix de votre profession. Vous ne décidez pas, ou alors c'est exceptionnel, dans un temps très bref, du choix de votre conjoint. D'ailleurs, quelquefois, vous en changez. Vous prenez des décisions que vous regrettez parfois, et donc vous faites machine arrière. Et je dirais que pour l'ensemble de ça, en général, vous avez échangé avec vos proches, avec votre cercle familial, avec des gens en qui vous avez confiance, vous avez consulté, vous avez pris des avis, vous avez hésité, etc. Et donc, ça, c'est le temps de la démocratie, c'est en même temps, je dirais, le temps du débat et de l'échange. Donc, effectivement, il y a une part de frustration, mais je dirais que si on la ramène à nos existences individuelles, on doit pouvoir, en fait, supporter et même légitimer ces frustrations. On voit qu'il y a de plus en plus effectivement de demandes de ce qu'on appelle une démocratie participative, et ça me paraît une très bonne chose. Cela dit, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la démocratie participative, qui est tout à fait bienvenue à un certain niveau, et dans un certain périmètre finalement d'action, et la démocratie directe. Car la démocratie, elle se caractérise aussi par deux traits que je n'ai pas encore cités. D'une part, la règle de la majorité. En démocratie, il y a une majorité qui se dégage, et donc il y a une minorité. Et le programme adopté et suivi jusqu'aux élections prochaines, c'est celui de la majorité. Il faut donc que la minorité accepte de ne pas voir son programme appliqué. Le second principe, c'est qu'en démocratie, il y a quand même toujours un moment où il faut faire un choix, prendre une décision
et agir. Et de ce point de vue-là, il est évident que dans certains domaines et à un certain niveau, la démocratie directe ne débouche pas. C'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, très bien au moment de l'épisode des Gilets jaunes. Au moment où il a fallu passer à un échelon supérieur, c'est-à-dire se doter de représentants, peut-être pour porter plus haut finalement les revendications, ça leur a été absolument impossible et au contraire, on a assisté à un certain nombre de dérapages. Donc là encore, je trouve que ce désir, cette volonté d'engagement dans la démocratie, de démocratie participative est absolument formidable et en même temps, il faut bien avoir conscience de ses limites. Et là encore, à partir du moment où on prend conscience de ses limites, il n'y a pas de frustration à avoir. Ou si on en a, à ce moment-là, c'est formidable, on s'engage dans une carrière politique, et puis voilà. Vouloir agir politiquement, c'est quand même une des choses les plus remarquables, je trouve, dans la société individualiste dans laquelle nous vivons.